Et notre invité ce soir est Philippe Dunoyer, porte-parole de Calédonie Ensemble, élu au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, président de la commission permanente, ancien député de la première circonscription. Philippe Dunoyer, bonsoir. Bonsoir. Alors on est ensemble pour 13 minutes, vous suivez de près les discussions sur l'avenir institutionnel du territoire. Le ministre des Outre-mer a remis un document d'orientation aux partis politiques le 1er mars dernier, on vient de l'entendre, document qui ne fait pas l'unanimité. Quelle est, vous, votre position ? Nous, on considère que ce document, il pose des fondamentaux qui nous vont très bien. Il y en a 5. D'abord, il propose que le socle juridique et politique de ce futur accord est situé dans le prolongement des accords Matignon et de Nouméa. Ensuite, et c'est pas facile depuis le 13 mai, il faut le reconnaître, mais il continue de nous engager à construire le peuple calédonien, ce qui permet de poser la question d'un code de la citoyenneté, avec des droits et des devoirs, et à l'intérieur de se poser la question de l'ouverture du corps électoral, et il faut ouvrir le corps électoral. Troisième fondement, c'est qu'il faut que la Nouvelle-Calédonie reste une et indivisible, ce qui n'est pas incompatible avec, c'est une question, le renforcement des compétences, notamment des provinces. Ensuite, il dit il faut poursuivre le processus d'émancipation sous la protection de la France, qui permet aussi de poser la question de l'exercice des compétences régaliennes. Et puis enfin, il a fixé comme règle qu'on évite une nouvelle question binaire et qu'on pose un référendum de projet. Donc ces fondamentaux, ils sont très bons. Alors, en parlant des discussions à proprement parler, le FLNKS défend une souveraineté complète, un transfert des compétences régaliennes. À l'inverse, les loyalistes et le Rassemblement demandent un ancrage renforcé dans la République. Calédonie Ensemble prône le compromis. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, ça veut dire qu'il y a une situation, il faut la prendre en considération, qui s'impose à tous. D'abord, on a un accord de Nouméa qui a construit une souveraineté partagée sur une trajectoire vers la pleine souveraineté, c'est ce que dit le préambule. Et puis on a une accession à la pleine souveraineté qui n'a pas eu lieu parce que le peuple souverain a dit 3 fois non par référendum, dont 2, le résultat n'est pas contesté. Et aujourd'hui, on a un pays qui est coupé en deux avec un droit à l'émancipation qui continue de s'exercer, qui demeure. Donc ce que pose parmi les hypothèses le document, pour nous, on considère qu'il y en a 2 sur les 4 qui peuvent pas prospérer. D'abord, l'accession immédiate à la pleine souveraineté, et de l'autre côté, un statu quo, sans possibilité d'exercer le droit à l'autodétermination. Ces 2-là, elles ne peuvent pas prospérer. Comment vous faites pour concilier ces deux visions ? Il faut trouver dans l'espace qui reste, et il est quand même suffisamment large, un nouvel accord qui nécessitera des concessions de part et d'autre. Et ces concessions, elles sont la condition du compromis, et je me permets de rajouter que le compromis est la condition de la survie économique et sociale du territoire. On le verra peut-être tout à l'heure, mais on est vraiment à la limite d'une rupture. Quelles concessions vous êtes prêt à faire ? Toutes les discussions sont ouvertes, tous les sujets sont ouverts. Donc les concessions des uns et des autres, à la rigueur, ne comptent pas. Ce qui compte, c'est l'arrivée, ce n'est pas le point de départ. On va converger, on doit converger et on peut converger. Il y a beaucoup de sujets. J'ai évoqué tout à l'heure le sujet du corps électoral. Il me semble qu'on a quand même beaucoup progressé les uns et les autres entre l'année dernière ou il y a 2 ans. Le sujet de l'exercice des compétences régaliennes, du renforcement des compétences provinciales pour citer d'autres choses. Et il y a beaucoup de sujets sur lesquels on progresse. Il y en a certains sur lesquels, évidemment, pour l'instant, les postures sont fermées, je dirais. Sauf que, soit on va vers ce compromis et à ce moment-là, on n'arrivera pas à satisfaire les exigences des radicaux, on entend beaucoup, mais par contre, on va satisfaire les attentes d'une très large majorité de la population qui est silencieuse et qui a envie qu'on continue de vivre ensemble et en paix. Alors, l'État évoque une loi fondamentale calédonienne pour encadrer les institutions du territoire. Sous quelles conditions accepterez-vous ce cadre ? C'est un terme un peu juridique qui signifie qu'on pourrait donc faire évoluer le statut, qui est déjà tout à fait singulier dans la Constitution, vers une compétence de la compétence, c'est-à-dire on pourrait s'auto-organiser, c'est ça nous qu'on fixe comme condition, s'auto-organiser, c'est-à-dire modifier des paramètres de la loi organique, des répartitions de compétences, des attributions de membres du gouvernement ou autres. Mais par contre, il ne faut pas qu'on puisse modifier ici la structure de notre organisation institutionnelle. Mais sous cette réserve très importante, si la loi fondamentale donne au Congrès, avec des majorités à définir, le pouvoir de se définir et d'auto-organiser et de modifier une organisation au fur et à mesure, à ce moment-là, la loi fondamentale, elle aura permis d'augmenter encore l'autonomie du territoire dans un cadre constitutionnel protecteur. Est-ce que vous pensez qu'on peut organiser des élections provinciales cette année ? Oui, on peut organiser des élections provinciales. La question, c'est plutôt, est-ce qu'elles suivent un accord ou pas ? Si il y a un accord, à ce moment-là, il y en aura des élections et elles seront
précédé de ce compromis, de cet accord, d'un état d'esprit apaisé. Elles auront peut-être lieu en novembre, peut-être en février. À la rigueur, c'est presque pas le plus important. Mais s'il n'y a pas d'accord, Steven Lipatzi, il n'y a pas d'accord, organiser les élections, c'est toujours possible. Sauf qu'entre maintenant et ces élections, le pays va continuer de s'enfoncer irrémédiablement dans une situation économique et sociale et sanitaire absolument dramatique. Et donc, je le redisais tout à l'heure, le compromis, il n'existe pas juste pour lui-même. Il existe pour permettre au pays de se redresser, pour permettre aux gens qui ont perdu leur emploi de le retrouver, pour permettre aux chefs d'entreprise d'avoir confiance dans l'avenir et pour permettre finalement à notre pays de retrouver sa voie, le chemin dans lequel on était placé avant le 13 mai. Philippe Dunoyer, le débat d'orientation budgétaire 2025 prévoit des réductions de dépenses sans hausse d'impôts. Dans quel secteur est-ce qu'il faut couper en priorité ? Alors, sans hausse d'impôts, ça dépend, parce que moi j'ai entendu quand même aussi dans le débat d'orientation budgétaire une perspective d'une loi fiscale triennale qui indique qu'on pourrait avoir de nouveau encore le sujet de la TGC avec une augmentation du rendement de la TGC. C'est un sujet qu'on a repoussé. Moi je me suis battu au Congrès pour éviter cette réforme de la TGC, comme on s'est opposé à l'augmentation de la CCS ou de l'augmentation des tarifs d'électricité. Donc le débat il n'est pas fermé sur les augmentations et nous on est radicalement contre toute augmentation d'impôts. Sur les dépenses, il faut qu'elles soient en fait, quand il y a moins, il faut se concentrer sur l'essentiel. Je pense. Alors justement, se concentre sur quoi ? L'essentiel, par exemple, c'est notre système de santé. Il y a notre système scolaire, évidemment. L'enseignement est un pôle absolument fondamental qu'il faut préserver. Il est menacé. Notre système de santé est menacé. On doit préserver ses fondamentaux et avec ce qu'on a à côté, parce qu'il va y avoir une compensation d'une perte de recettes fiscales, mais elle ne va pas suffire, mais il va falloir qu'on fasse des économies, certainement dans le fonctionnement, certainement sur la masse salariale, c'est nécessaire, certainement en fusionnant aussi des établissements ou des directions, histoire peut-être de réduire des frais de structure. Mais ce qu'il faudra aussi, et surtout je me permets de le dire, c'est que l'emprunt de 120 milliards, qui en réalité va coûter 270 milliards aux Calédoniens, parce qu'on a 6 milliards d'intérêts sur 25 ans à payer. Donc 120 et 150, ça fait 270 milliards d'endettement des Calédoniens. Ça, pour le coup, ça ne sert à rien de s'embêter à réduire un peu des dépenses si on endette nos enfants et les enfants de nos enfants à des hauteurs qui ne sont pas acceptables. Alors, on l'a vu tout à l'heure dans un de nos reportages, la vie quotidienne des Calédoniens n'est pas facile en ce moment avec la hausse des prix. Il y a eu également 11 600 emplois supprimés en un an. C'est un record. Les dispositifs existants, est-ce qu'ils suffisent Est-ce qu'ils suffisent encore ou est-ce qu'il faut relancer pour aller plus loin? Non, bien sûr. Il y a une étude récente qui est sortie sur le moral des chefs d'entreprise. Ils sont désespérés. Il y a 83% des chefs d'entreprise qui ne croient pas en l'avenir. La moitié des chefs d'entreprise pensent qu'ils vont devoir encore licencier face aux conséquences de la crise qui continue de produire ses effets. Et ils sont 15% à penser qu'ils vont reconstruire. Donc notre rôle principal en tant que responsable, c'est de leur redonner confiance à eux, à ces chefs d'entreprise dans l'avenir. Et cette confiance, elle passe nécessairement par le compromis. Sinon, les dispositifs de chômage, partiels notamment, pour l'instant sont poursuivis jusqu'au 30 juin. Mais ensuite, il y a un dispositif de chômage total qui fait que les gens perdent encore des revenus. Ils descendent à 75% du SMG, donc à un niveau, et avec l'inflation que vous venez de décrire, qui était déjà difficile à supporter alors qu'ils avaient un salaire, elle sera insupportable. C'est là où je dis, attention, le pays va s'enfoncer, est en train de s'enfoncer, si on ne donne pas de perspective, si on ne donne pas de visibilité sur l'avenir, si on ne trouve pas un accord, une stabilité politique, il va s'enfoncer très vite, et dès cette année, dans une impasse. Alors les cartes sont entre vos mains. Est-ce que vous êtes partisan d'une baisse des indemnités des élus ? Alors c'est une question qui revient souvent. Cette question, en fait, elle est... D'abord, les élus au Congrès ne sont pas payés par le Congrès. Je le rappelle, ils sont payés par les provinces, puisqu'on vient tous de chaque assemblée de province. Et la rémunération des élus, elle est dans la loi organique. Ça ne fait pas partie des dispositions que les Calédoniens, que le Congrès ou que les provinces peuvent changer. Cette loi organique, il faudrait la faire changer à Paris, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Et donc, cette question, elle pourrait être traitée dans la réforme de ce qu'est notre loi organique pour qu'elle devienne une loi fondamentale et qu'à ce moment-là, on puisse éventuellement jouer notamment sur ce curseur. Mais il ne faut pas se tromper. En ce moment, ce qu'il faut surtout, c'est éviter, non pas de faire baisser des salaires ou les revenus à la rigueur d'élus, je comprends, parce que pour beaucoup, c'est les élus qui sont responsables de tout, mais la vraie menace qui pèse, c'est les impôts supplémentaires, il n'en est pas question, c'est l'inflation et l'environnement de plus en plus cher pour des personnes qui ont soit
perdu leur travail, soit sont au chômage partiel, soit risquent de perdre encore leur emploi. C'est ça la vraie défense et la vraie protection des Calédoniens, elle passera par là. Philippe Dunoyer, il nous reste 3 minutes. On va maintenant passer aux questions de nos internautes. Une des questions qui nous ont été posées sur notre page Facebook, l'alliance avec l'éveil océanien lors de l'élection du 18e gouvernement est-elle toujours d'actualité ? Alors, je crois que vous devez expliquer des choses. Là. Oui, l'élection du 18e gouvernement, elle s'est faite, je dirais, à 3 ou même à 4, puisqu'il fallait être 6. Donc il y avait effectivement l'éveil océanien, Calédonie Ensemble, les loyalistes et le Rassemblement. Et ce sont ces 4 formations qui ont, à 6 voix, élu le président du gouvernement. C'était, on l'a dit, on l'a expliqué, je le redis ce soir, c'était nécessaire pour éviter qu'il y ait une instabilité politique et qu'on se pose cette question pendant très longtemps. Il fallait élire très rapidement un président du gouvernement. Donc cette alliance, à ce moment-là, elle a produit son effet, le président est élu. Maintenant, chacun est revenu aussi sur ses fondamentaux. Vous avez pu le voir au Congrès, on n'est pas toujours d'accord les uns avec les autres, mais chaque sujet mérite d'être discuté. Et puis je suis en train d'expliquer qu'il faut trouver des compromis pour l'avenir politique. Donc j'espère qu'on y parviendra aussi dans les institutions, bien au-delà de l'alliance que vous avez décrite. Autre question Facebook. Faire chuter le gouvernement, est-ce votre définition du réalisme politique ? Alors d'abord, c'était pas un choix de gaieté de cœur. Et effectivement, c'était un choix qui se basait sur une réalité, laquelle, c'est que le gouvernement ne communiquait plus avec le Congrès. Il n'y avait plus aucun échange et le Congrès découvrait ou était mis devant le fait accompli. On l'a dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'était dangereux. On a fait tomber ce gouvernement notamment pour cette raison. Et moi, ce que j'observe, c'est que depuis l'élection du nouveau gouvernement, les institutions travaillent de mieux en mieux entre elles. On vient de signer un courrier à l'adresse du ministre des Outre-mer. Donc ça valait le coup pour vous ? Oui, parce que par les temps qui courent, avec la crise énorme qu'on traverse, il n'est pas possible, on ne peut pas s'offrir le luxe d'avoir des institutions qui travaillent chacune de leur côté. On est obligé de traiter encore plus que d'habitude les affaires ensemble. Qu'en est-il du plan quinquennal ? Le plan quinquennal, pour moi en tout cas, il est toujours autant d'actualité. Je rappelle que c'était une décision par l'ensemble des formations politiques du Congrès pour demander à l'État de donner un temps, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans le plan quinquennal, pour permettre d'abord au pays de se redresser. Et qu'ensuite, il entame véritablement les réformes qui sont nécessaires, économiques, sociales, sanitaires, etc. En ce moment, ce que j'observe, c'est qu'on demande à la fois de faire des efforts, tout en nous demandant d'absorber un prêt, je l'ai dit, qui va nous coûter 270 milliards, alors que nos recettes sont en baisse et continuent de baisser, alors que le marché de l'emploi est complètement sinistré et que les chefs d'entreprise sont désespérés. Donc, c'est pas la bonne manière de faire. Ce qu'il faut d'abord, quand la maison brûle, c'est éteindre l'incendie. Et après, on voit comment on change le papier peint ou le carrelage. Philippe Dunoyer, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci de votre invitation. Merci.